Alors bonjour à toutes et à tous, retour des questions-réponses voilà, au Sable d'Olonne après l'aventure tasmanienne. Pour faire un petit point très rapide, bon, bah, l'actualité, on va dire la plus chaude, c'est Jean-Luc Vandenet, donc sur son bateau blessé, qui est là à peu près à 1000 milles du Cap Horn, et qui va devoir composer avec du mauvais temps. Il va se prendre un premier coup de vent là, dans quelques heures, mais ça va passer relativement rapidement, ça va être une douzaine d'heures, des vents de 45 à 50 nœuds. Et ensuite, dans la journée de dimanche, il va reprendre une grosse dépression. Et toute la descente comme ça vers le Cap Horn risque d'être quand même pas mal semée de mauvais temps. Donc voilà, l'approche du Cap Horn s'annonce très sportive pour Jean-Luc. Bon, on sait qu'il l'a déjà passé, a priori, je crois, 10 fois en course et en record, et une 11e fois en croisière de souvenirs. Donc là, ce sera la 12e fois. Donc l'expérience, il l'a, mais malgré tout, ça s'annonce relativement musclé, et surtout, ça va interroger un petit peu sa réparation du mât. En tout cas, ça va la mettre à rude épreuve. Et en plus, il se pourrait qu'en fonction du timing auquel il rejoint le Cap Horn, il ait affaire après avec des vents de face. Et naviguer au pré avec un mât fragilisé, c'est un petit peu ce qui lui fait peur. Donc voilà, ce passage-là du Cap Horn va être compliqué pour Jean-Luc. Bon, c'est une situation qui profite à Mark Slatz, lui qui navigue dans des conditions beaucoup plus faciles depuis son entrée dans le Pacifique, hein. Ça fait maintenant des dizaines de jours qu'il navigue relativement facilement. D'ailleurs, c'est ce qu'il commente dans ses messages qu'il nous envoie régulièrement, donc voilà, toutes les 6 heures, ou en tout cas une fois par jour, de son bateau, pour nous dire que voilà, pour l'instant ça se passe plutôt bien. Et lui, il est revenu à 1600 milles de Jean-Luc, sachant qu'à un moment donné il était à plus de 2000 milles. Bon voilà, c'est un bon retour, sachant que voilà, Jean-Luc a dû faire une trajectoire aussi qui a permis à Mark Slatz de revenir sur lui. En troisième position, on a Oukou Randma. Donc Oukou, lui, c'est pareil, il progresse bien aussi. Mais il est coincé un petit peu entre la zone de navigation interdite et puis une bande de haute pression qui lui donne pas beaucoup de choix de trajectoire, et qui pourrait le ralentir à partir de demain, parce qu'elle va se développer un petit peu et va descendre sur lui. Mais bon, après, ça devrait revenir un petit peu par l'arrière, et ça devrait lui permettre de repartir. Donc ça permet aussi à Suzy, donc, qui est quatrième, ben voilà, elle qui navigue vraiment dans des bonnes conditions. Elle, c'est pareil, elle manifeste beaucoup de joie dans ses messages de naviguer dans des bonnes conditions. Et elle devrait logiquement prendre un petit peu d'avance là, dans les heures qui viennent, en tout cas dans les 2 journées qui viennent, sur comment Isvan Kopar, lui qui va avoir un petit peu plus de difficultés à remonter donc au-dessus de la zone de navigation interdite, et qui sera dans des vents moins favorables. Mais ce sera toujours beaucoup mieux que Tapio Lehtinen, qui lui est déjà dans des vents de face à l'approche de la Nouvelle-Zélande. Il y a une rotation qui va s'effectuer, qui va générer des vents portants pendant au moins 2 jours, et après les vents vont revirer de face. Donc l'entrée dans le Pacifique pour Tapio Lehtinen s'annonce un petit peu compliquée. Enfin bref, voilà, il va bientôt rentrer dans le Pacifique. Et après, après on a Mark Sinclair, lui qui est carrément de l'autre côté de l'Australie, voilà, à des milliers de kilomètres, et qui va naviguer lui dans des conditions relativement portantes, avec des vents portants qui vont le suivre tout un moment. Et ce qui ne sera pas le cas de Igor Zaretsky, lui qui va avoir maille à partir une fois de plus, avec des zones de haute pression qui vont se développer autour de lui, et un peu en avant, et qui vont gêner sa progression, et voilà, qui vont faire sa moyenne va en être encore affectée a priori. Donc voilà, à l'arrière, Mark Sinclair et Igor Zaretsky, vraiment sur des moyennes faibles, mais voilà, ils sont toujours en course, et ils avancent, et on les attend à Hobart. Donc pour revenir aux questions, puisque c'est quand même l'objet de ce live aussi, on a une première question de Denis Tambuté, qui nous dit: que sont devenus les bateaux qui ont été abandonnés tout au long de la course? Donc pour faire un petit point, eh ben, on peut dire que celui de Kevin, lui, qui s'est arrêté donc à Lanzarote, il a été vendu assez rapidement dans la foulée.
Nabil, son bateau s'était arrêté à Tenerife. On n'a pas de nouvelles spécifiques de son bateau, donc pour l'instant je ne peux pas vous répondre. Are, lui, son bateau était assuré, donc il a été revendu, on va dire, à l'état d'épave, et il compte bien revenir en 2022, Are, donc avec un nouveau bateau, a priori. Philippe Péché, son bateau, a priori, avait été rapatrié par cargo jusqu'à Vigo. Depuis, on n'a pas vraiment de nouvelles. Et Antoine Couzeau, a priori, son bateau est arrivé aux Canaries, là, et donc il est à vendre. Donc voilà un petit peu pour l'état des lieux concernant les bateaux qui se sont arrêtés en chemin. La deuxième question concerne la radio amateur. Vous aviez diffusé le plan de fréquence et les heures de vacation des fréquences radio amateurs, et cela avait permis de suivre la course en Atlantique et Océan Indien, soit en direct pour les mieux équipés d'entre nous, soit en utilisant des radios web SDR réparties à travers le monde, et cela pour notre plus grand bonheur. Alors là, visiblement, il y a une petite mécompréhension, parce que nous, on n'a pas du tout communiqué ces fréquences-là. Donc, eh bien, Denis Tombuté, vous avez dû les obtenir autrement. Et la question, c'était de savoir, serait-il possible de diffuser un nouveau plan de fréquence et les heures de vacation pour la traversée transpacifique. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Ces fréquences-là sont dédiées à la course et aux coureurs. Et on n'a pas vocation à les partager. Voilà, pour des raisons à la fois d'organisation et de confidentialité de la course. C'est quelque chose qui concerne à la fois les marins seulement, et donc les gens qui font partie voilà, du circuit d'information. Mais en tout cas, a priori, nous, on n'a pas diffusé ces informations-là. Voilà. La question suivante, c'est Jacques Salingarde qui demande si la protection de la descente en toile de VDH a bien tenu. Est-ce qu'il en est content? Ce que je peux dire, c'est que quand je l'ai vu, moi, en Tasmanie, effectivement, sa protection avait un peu souffert, mais était encore en relatif bon état. Il l'avait réparé un petit peu. Il y avait du travail de couture d'effectuer. Il faut savoir que ces protections-là peuvent éventuellement se fermer quand la mer est vraiment très très difficile, et le choix qui a motivé aussi ces protections en toile, ces casquettes en toile, c'est aussi la question du poids. Et a priori, Jean-Luc, selon mes informations, il a aussi une toile de rechange, donc ce qui lui permet d'utiliser à nouveau l'armature si la toile est trop endommagée. Donc a priori, jusque-là, il en était très content, et notamment du prolongement de sa casquette qui lui permettait de se maintenir vraiment abrité à l'arrière de son bateau, et c'est là qu'il passe l'essentiel de son temps, et visiblement, en tout cas jusque-là, ça a suffi. Alors on ne sait pas si dans l'enfournement qui a causé qui a abîmé son mât, on ne sait pas si cette casquette a été endommagée également. On n'a pas eu d'informations là-dessus. C'est une question effectivement qu'on pourra lui poser la prochaine fois qu'on l'aura au téléphone. Une question de Catherine Mermans concernant les barnacles. Est-ce qu'on a des nouvelles à ce sujet sur donc les actions qui ont été effectuées par les marins? Ce qu'on peut dire, c'est qu'a priori, lui, VDH, dans ce qu'on a vu une fois encore en Tasmanie, lui, il n'était pas concerné par ce problème-là. A priori, il avait mis 3 couches d'anti-fouling plus une couche pour toute la descente de l'Atlantique qui, a priori, jusque-là, l'a préservé des barnacles, ce qui n'était pas le cas de Mark Slatt, qui en avait un petit peu plus, mais bon, qui les a enlevés quand il était en Tasmanie. Oukou, c'était pareil, il avait pas voulu les retirer quand il s'était arrêté donc près de Hobart, mais il a finalement plongé, il a réussi à en enlever a priori la moitié, parce que bon, il était quand même pénalisé dans sa vitesse, et il se trouve que Suzy remontait bien sur lui. Donc il a réussi à plonger, il a réussi a priori à en enlever la moitié. Suzy, elle en a retiré a priori une 60aine, donc ce qui représentait le volume total a priori de Barnac, donc a priori c'est ce qui explique aussi qu'elle a une bonne glisse. Et Marc Sinclair, on n'a pas vraiment d'informations le concernant. On sait que Itzvan a été un peu touché aussi. Tapio, lui, a voulu essayer de les enlever, mais au moment où il était prêt à le faire, finalement, le vent est revenu. Lui, il n'a pas été autorisé à les enlever en Tasmanie.
Donc il a voulu le faire un peu plus tard, mais quand il était prêt pour le faire, finalement le vent est monté, donc pour l'instant il est encore dans cette situation où eh ben, il traîne toutes ces barnacles. Et pour finir, on va dire que Igor est très concerné a priori par le problème, et c'est sans doute ce qui explique aussi sa progression lente. Voilà. Philippe Van den Eede, alors je ne sais pas si c'est de la famille de Jean-Luc, mais en tout cas c'est le même nom, qui nous demande, Suzy parle de son kite, s'agit-il d'une aile de kite, de surf ou d'un cerf-volant qui aide à la propulsion? Alors non, pas du tout. Kite, voilà, en anglais c'est ce qui correspond au spinnaker. Donc quand Suzy parle de son kite, eh ben, elle parle de son spinnaker. Une question ensuite de Caroline Devolo-Evolio. Christophe, des nouvelles de Loïc Lepage qui devrait débarquer la semaine prochaine aux Canaries. Alors, des nouvelles de Loïc, voilà, ça fait un petit moment, lui, qu'il est en mode retour après son sauvetage donc, par le cargo japonais, et qui va effectivement arriver aux Canaries. Donc, a priori, d'après ce que j'ai compris, c'est aux alentours du 25 à Las Palmas. Des nouvelles, écoutez, ce qu'on peut dire, c'est que voilà, le retour se fait donc au rythme du cargo. A priori, il vit au rythme de l'équipage. Il a un coup de fil journalier de sa famille, ce qui doit être quand même un bon soutien pendant ce moment un peu sans doute compliqué et un peu traumatique de la perte de son troisième bateau. Mais bon, il a l'air d'avoir le moral quand même. Donc il partage la vie des marins, et surtout il partage la cuisine philippine apparemment, qui est très très bonne. Donc ça c'est pareil, ça doit lui redonner un petit peu le moral. Et a priori donc dès qu'il va rentrer, il va rejoindre sa Bretagne chérie, et il va retrouver sa famille. Voilà, donc il va se retrouver dans cet environnement chaleureux qui va lui faire du bien, et il a l'intention de venir voir l'arrivée, alors peut-être pas de tous les marins, parce que bon, ça va faire beaucoup d'allers-retours, mais en tout cas d'être là pour l'arrivée du premier. Il avait mentionné Jean-Luc Van den Eede, donc on verra ce que nous réserve le scénario de la Golden Globe Race, mais en tout cas, voilà, il sera a priori parmi nous pour les arrivées, et on en est très heureux. Alexia Cook, qui va accueillir Marc Sinclair et Igor à Hobart? On a dans notre grande équipe internationale de la Golden Globe Race, on a des gens qui sont sur place et qui seront en mesure d'accueillir à la fois Marc Sinclair et Igor, notamment Jessie et Tina, Jessie Martin, qui est le plus jeune marin à avoir accompli un tour du monde à la voile sans escale, australien, et qui fait partie de l'équipe vidéo avec qui je travaillais en Tasmanie, qui sera là, donc sur place, qui habite à Melbourne, mais qui fera le déplacement. Et puis des contacts de la GGR sur place qui seront en mesure de faire le travail qu'on a fait, nous, quand on était là-bas. Donc ne vous inquiétez pas, il y aura du monde pour accueillir Marc Sinclair et Igor Zaretzky, il n'y a pas de problème. Une dernière question de Alain de Montcamp. Vu le timing des deux derniers, ne serait-il pas judicieux de les placer en Chichester afin de faire un stop vraiment sérieux à Hobart? Je pense surtout à Igor, qui semble avoir plus de difficultés avec son bateau. Et ça éviterait de maintenir l'équipe GGR pendant près d'un an. Écoutez, nous, pour l'instant, on n'a pas prévu d'être au chômage technique, même si on doit attendre ces deux marins-là. Il n'est pas prévu du tout qu'on les classe d'office en catégorie Chichester. Ils sont en course. Il n'y a pas de limite de temps dans l'arrivée. Donc voilà, pour l'instant, ils régatent toujours à leur rythme, évidemment. Ça, après, c'est à chacun de juger. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que la Golden Globe Race s'autorise en fait à demander à Igor de bien, en tout cas de pouvoir vérifier l'état de réparation de son étai, parce que s'il s'avérait que cette réparation-là n'est pas suffisante, l'organisation pourrait décider qu'il n'est pas en état d'affronter le Pacifique, et là pourrait lui demander dans ce cas-là, d'effectuer la réparation, et ce qui le classerait d'office en classe Chichester. Donc voilà pour répondre à l'ensemble de ces questions. On se retrouve la semaine prochaine, à peu près à la même heure. Et voilà, je vous demanderai de me poser des questions à partir de jeudi matin ou de mercredi soir, et j'essaierai d'y répondre comme je viens de le faire maintenant. Donc je vous souhaite un très bon week-end. Et voilà, on souhaite bon courage particulièrement à Jean-Luc, parce que c'est lui qui va quand même
se faire impacter par la météo sérieusement ce week-end, dès ce soir, avec une petite pause, on a dit, entre ce soir et dimanche. Mais en tout cas, voilà, on surveille les marins de la Golden Globe Race 2018 avec toute l'attention qu'ils méritent. Et je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine. Merci.